Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des actualités insolites qui se sont déroulées cette dernière semaine. Alors pour commencer, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un paysage très atypique puisque nous sommes dans le désert d'Atacama où des milliers de fleurs ont poussé dans ce désert. Un désert qui est pourtant considéré comme le plus aride du monde. Le désert d'Atacama, à cheval entre le Pérou et le Chili, est l'un des endroits les plus secs de la planète. C'est pourtant ici que des milliers de fleurs viennent de pousser depuis plusieurs jours. Un spectacle rare qui se produit normalement tous les 5 à 7 ans, mais qui n'était pas attendu cette année. 12 mm de pluie par an, voilà la moyenne de précipitations dont cette région d'Amérique du Sud doit se contenter. Coincé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, le désert d'Atacama, qui s'étend sur environ 100 000 km² du sud du Pérou au nord du Chili, est considéré comme le plus aride de la planète. Au point que certaines zones n'auraient pas vu une goutte de pluie depuis plus de 50 ans. Un soleil omniprésent, une sécheresse extrême, d'importantes amplitudes de température entre le jour et la nuit. Le genre d'endroit pour le moins inhospitalier, autant pour la faune que pour la flore. On y croise d'ailleurs essentiellement que des cactus. C'est pourtant ici que des milliers de fleurs ont choisi de pousser ces derniers jours. En quelques jours, la plaine et les montagnes de la région de Copiapó, à environ 500 km au nord de Santiago, se sont parés d'un manteau multicolore qui offre un spectacle à couper le souffle. Ce phénomène est rare mais pas exceptionnel. Il s'explique habituellement par l'épisode El Niño, la phase chaude du cycle météorologique qui régit les eaux tropicales de l'océan Pacifique. En fin de cycle, au mieux tous les 5 ans, les précipitations se décalent au niveau des zones côtières de l'Atacama, ce qui fait ressortir de terre les géophytes, des plantes vivaces dont les bulbes restent en dormance en période sèche. Elles fleurissent alors d'avril à novembre afin d'attirer les pollinisateurs. Pourtant, la floraison n'aurait pas dû avoir lieu en 2022, année marquée par un épisode La Niña, la phase froide du cycle. D'autant que les fleurs avaient déjà fait leur retour l'an dernier. Il semble cependant que les faibles précipitations aient suffi à stimuler les géophytes. Pour la plus grande joie des touristes, qui sont nombreux à venir profiter du spectacle. Alors mon point de vue sur le sujet, il est un peu contemplatif. Je dois dire qu'effectivement que ce phénomène est quand même assez intéressant à voir. Il est assez aussi joli. C'est vrai que de voir des fleurs qui poussent en plein désert, c'est quand même pas anodin comme chose. Donc je crois que ça peut se produire dans le Sahara aussi de mémoire. Bref, de toute façon, il faut quand même savoir qu'un désert, à partir du moment où il pleut un petit peu, ça fait ressortir la végétation qu'il y a enfouie dans le sol. Et il ne faut pas croire que dans le désert, il n'y a rien. Non, non. Il y a des organismes vivants dans le sol et donc dès qu'il pleut, forcément, en plus avec la chaleur de la journée, tout de suite, j'allais dire que ça sort. Voilà. Donc essentiellement un œil contemplatif sur ce phénomène. Seconde actualité insolite, nous allons parler donc d'un veau à 6 pattes qui est né dans l'Aveyron, à Saint-Géniès-d'Olt, très exactement. Événement rare, en effet, dans une exploitation du canton de Saint-Géniès-d'Olt et d'Aubrac, ce sont donc 2 communes, un veau est venu au monde avec 6 pattes, avec lesquelles il a vécu sans problème pendant 1 mois. Toutefois, le jeune animal a dû subir une intervention chirurgicale pour le délester de ses attributs supplémentaires. L'opération longue de 2h30 a été faite sous la direction du docteur Judith Badelon, assistée de 2 adjoints et d'un stagiaire. Depuis son passage sur la table d'opération, l'animal se porte comme un charme, confirme ce mardi 8 novembre à la clinique vétérinaire du Causse à l'Aubrac, qui reste en relation avec le propriétaire du veau afin de suivre l'évolution de l'état de santé du jeune bovin durant sa convalescence. Alors mon point de vue sur le sujet, là il est un peu aussi quelque part, j'allais dire contemplatif, et aussi j'espère surtout que ce veau va vivre à présent une vie normale, mais c'est vrai quand même que, comme vous pouvez voir sur la photo, 6 pattes, dont une qui pousse au-dessus de la tête et l'autre qui pousse, comme vous pouvez voir, au-dessus d'une des pattes avant. C'est quand même quelque chose chaud, c'est chaud patate quand même à la naissance.
j'allais dire habituellement ce genre de créature, parce que à la naissance on peut quand même appeler ça une créature. Bon, après selon comment sont placées les, j'allais dire, les difformités, en général ça finit toujours par une mort assez précoce. Mais là, par chance, ce veau a réussi à vivre, et tant mieux pour lui. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même comme quelque chose d'assez insolite. Et j'ai envie de vous dire aussi, quelque part, on a envie aussi de se poser la question, comment est-il arrivé aussi à avoir ces anomalies. Donc ça reste tout à fait un mystère, mais ça fait quand même, on peut quand même se poser la question, à quoi peut être due cette anomalie? Est-ce que c'est simplement une anomalie génétique, je vais le dire, marginale? J'ai envie de dire, si ce n'est que ça, tant mieux. Mais est-ce que ça peut cacher autre chose? C'est toujours effectivement la question aussi qu'on peut se poser. Troisième actualité insolite, nous allons dans la région de Dijon, où un monument aux morts digital, eh bien, a été posé. Donc a priori, là, comme ça fait un peu... on se pose des questions. La ville de Dijon manque de place pour faire figurer sur les monuments tous ceux et celles qui sont tombés au combat ou tués lors des conflits. Elle vient donc de mettre en place un dispositif moderne et ingénieux présenté au grand public à l'occasion de ce 11 novembre. Il s'agit d'un grand écran tactile près du rond-point Edmond Michelet, là où se trouve le monument de la victoire ou du souvenir de la ville. Sur cet écran, on peut rechercher le nom de 2500 Dijonnais et Dijonnaises morts lors des conflits du XXe siècle. En cliquant sur le nom, on obtient plein d'informations. En appuyant sur l'écran, on obtient la fiche d'état civil du disparu. Pas de photo sur le visage, car la loi ne l'autorise pas, mais le nom de la bataille fatale. On trouve aussi des photos de Dijon à cette époque et des textes pour comprendre le contexte historique. C'est ludique pour les enfants et utile pour les adultes, car 104 ans après ce conflit mondial, on a du mal parfois à se représenter les choses. C'est évidemment plus parlant qu'un simple monument. La ville de Dijon a été sollicitée par l'Union départementale des anciens combattants. Les agents des archives municipales ont travaillé durant 2 ans pour remplir cette base de données, souligne Benoît Borda, député de Dijon et ex-conseiller municipal en charge de cette mémoire historique. La conception du système a été confiée à une société locale, Agi Digital, qui est basée à Quetigny, et son concepteur Alain Valcoda a plus d'un tour dans son sac. Sur l'écran, il y a un QR code. Si vous le flashez, vous retrouvez toute la base de données sur votre téléphone et vous pouvez poursuivre vos recherches tranquillement chez vous. Par ailleurs, cette borne sera remise à jour régulièrement. On y trouvera donc de nouvelles infos au fur et à mesure des découvertes dans les archives. Alors mon point de vue sur le sujet, oui, je suis carrément pour ce genre de choses, à partir du moment où évidemment le monument original est conservé. Évidemment, il ne faut pas que ça soit une substitution, il faut que ce soit un complément d'information. Donc là, c'est le cas, c'est un complément d'information. Donc il s'agit d'un devoir de mémoire, et en plus on a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus poussées, parce qu'effectivement, un monument aux morts, essentiellement on a le nom, mais là on a en plus des informations sur les personnes, et surtout sur le contexte de l'époque où ils sont décédés. Donc moi je trouve que c'est un devoir de mémoire qui est très bien. Et puis oui, l'ère du numérique maintenant progresse, et je trouve que c'est une bonne chose que le numérique apporte ce genre d'informations. Donc voilà, je suis tout à fait pour ce genre d'initiative. Évidemment, j'espère qu'ils ont sécurisé l'endroit, parce que ça, évidemment, ça c'est le genre de choses qui risque d'arriver, des gens qui sont contre ça et qui viendront saccager le lieu. Ça, c'est la chose qu'il faut vraiment malheureusement s'attendre, surtout actuellement, où on voit des saccages, j'allais dire gratuits, sur des monuments, sur des œuvres d'art, comme vous pouvez le voir récemment. Donc il serait pas étonnant que des huluberlus viennent saccager ce lieu s'il n'est pas correctement mis en sécurité. Et comme je le vois là, c'est vrai que c'est un petit peu... il y a en gros une vitre, ça ressemble un petit peu aux bornes qu'il y a dans les magasins quand on cherche les restaurants ou les magasins. Ça m'a l'air un peu, un peu léger. J'espère que la vitre est solide. Donc j'espère que ce monument ne sera pas saccagé. C'est un peu plutôt... je suis pour, mais aussi il y a cette crainte-là que des gens viennent... sont contre ce truc-là et viennent saccager le lieu. Quatrième actualité insolite, là on va donc du côté de l'aviation et notamment d'une compagnie aérienne qui arrête de vendre certains sièges car les passagers sont trop lourds.
La compagnie aérienne américaine United Airlines, qui est assez connue quand même, bloque l'accès à certains sièges du milieu cet hiver dans ses Boeing 757. En cause, une augmentation du poids des passagers et de leurs bagages. Siège indisponible, ne pas s'y asseoir. Ce message s'affiche sur les ceintures de sécurité de sièges d'avions de ligne de la compagnie aérienne américaine United Airlines depuis le début du mois de novembre 2022. Le transporteur aérien bloque en effet plusieurs sièges du milieu dans les vols opérés par des Boeing 757. En cause, le poids des passagers et de leurs bagages. United Airlines va bloquer ses sièges du milieu jusqu'au 30 avril 2023. Une mesure entrée en vigueur le mardi 1er novembre 2022. Un changement temporaire qui s'explique par une augmentation du poids moyen des clients en hiver, dit un mémo de la compagnie adressé au personnel de bord. La société dit s'appuyer sur les prescriptions de l'administration fédérale de l'aviation, Federal Aviation Administration, FAA, le gendarme américain de l'aviation. En 2019, l'institution a publié une circulaire consultative dans laquelle elle recommandait aux compagnies aériennes de prendre en compte une augmentation du poids moyen des passagers, de 6 kg à 15 kg selon le genre des voyageurs et la saison, souligne le quotidien britannique The Independent. En effet, aux États-Unis, le poids moyen, le tour de taille et l'indice de masse corporelle des adultes ont augmenté au cours des 18 dernières années, notait un rapport publié par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies en 2018. Voilà pour le poids des passagers. Mais pourquoi sont-ils plus lourds en hiver? C'est parce qu'ils voyagent plus chargés. Ils ont tendance à emporter des vêtements plus chauds, comme des épais manteaux, dans un contexte d'augmentation du poids des bagages plus général. La FAA avait donc demandé aux compagnies aériennes de recalculer le poids moyen des passagers, celui-ci étant basé sur des postulats vieux de plusieurs décennies et qui ne sont plus fiables. Autre élément, les bagages cabine ne sont pas pesés aux États-Unis, ce qui n'aide pas à avoir une vision claire de la charge qu'emporte l'avion. Alors, mon point de vue sur cet article, il est un peu dans l'incompréhension. Voilà, je dois vous dire que pourquoi incompréhension? Déjà, d'une part, il y a 2 points. La première chose, c'est que j'ai du mal à comprendre que dans le mode de l'aviation, il n'y ait pas eu une anticipation de ce phénomène. C'est des études qui datent de près de 20 ans où on voit que le poids moyen des gens augmente, que ce soit bagage plus le poids de la personne. Je ne comprends pas que les avions n'ont pas été conçus pour, accepter sur surplus de charge. Il faut quand même savoir que déjà dans les bus, si vous prenez les bus communaux, il y a déjà des places réservées aux personnes plus corpulentes. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est un peu une certaine incompréhension, un manque d'anticipation quand les avions ont été construits. C'est la première chose, une des choses principales, je pense, qu'on doit se poser comme question. Quand on construit un avion avec une centaine de places, il faut estimer un poids, moyen, avec les normes actuelles, qu'on peut prendre dans l'avion. Voilà. Et j'ai l'impression que ça a été largement sous-estimé. Et la deuxième incompréhension, il est un petit peu en toile de fond, c'est que on a l'impression qu'il y a une certaine grossophobie qui s'est installée dans cet article, quoi. Enfin, dans cette compagnie, il y a une certaine grossophobie donc qui émane de cet article. Quelque part, on a l'impression donc du coup que les compagnies ont de plus en plus peur des gens corpulentes. C'est un peu, il y a quelque chose un peu bizarroïde quand même dans cet article, et j'allais dire même quelque chose presque un peu malsain. Voilà, cet article me dérange quand même quelque part un petit peu. Alors, dernière actualité insolite, c'est tout simplement une personne, comme vous pouvez le voir, qui s'est brûlée tout simplement en se baladant sur une plage du Calvados. Alors, je vous explique. Petite frayeur en bord de mer alors qu'il se promenait sur la plage de Saint-Côme-de-Fresnay en Normandie avec sa femme. Benoît Mabir s'est brûlé à la main et à la jambe à cause d'une pierre rose. Donc la pierre, elle était rose. Après avoir ramassé le galet, la femme de la victime l'a rincé à l'eau de mer. L'homme l'a ensuite placé dans son blouson où d'autres pierres se trouvaient déjà. Quand j'ai vu que la fumée sortait de ma poche, j'ai vite compris que j'avais récupéré du phosphore. J'ai plongé ma main dans la poche, mais je me suis brûlé les doigts. Le temps d'enlever ma veste, mon pantalon avait déjà pris feu, a-t-il confié à France 3 Normandie.
En effet, le phosphore est un composé chimique qui peut être dangereux car il s'enflamme au contact de l'air. Le promeneur qui a partagé sa mésaventure sur Facebook appelle aussi à la prudence sur une publication postée le 2 novembre dernier. La préfecture du Calvados, elle aussi, a mis en garde sur les réseaux sociaux. En 2019, un enfant avait été légèrement brûlé aux mains et au cul sur la plage d'Omaha Beach à Saint-Laurent-sur-Mer après avoir attrapé du phosphore qu'il avait pris pour une pierre rouge. Le littoral normand a été le théâtre du débarquement allié en juin 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique la présence de cette substance, entrant dans la composition de munitions sur les plages. En sa présence, il est préférable de ne pas le toucher, mais de le prendre en photo et de signaler son emplacement à la gendarmerie ou à la police. Alors, qu'est-ce que je pense de cet article? Eh bien, en fait, ce que je pense de cet article... alors déjà, je ne connais pas les plages du débarquement, mais à mon avis, il doit y avoir forcément des écriteaux marqués, de genre de choses, je pense, j'espère. En tout cas, si c'est pas fait, il faut absolument que les municipalités le fassent, de marquer des choses du genre ne pas ramasser par terre, j'allais dire des choses qui sont, on va dire, un peu insolites, voilà, des choses que vous connaissez pas. Évidemment, si vous voyez une cuillère, vous la ramassez. Ce genre de choses. Mais si vous voyez des choses dont vous ne connaissez pas vraiment ce que c'est, vous ne ramassez pas. En fait, le problème, c'est que ce sont des lieux où il y a eu des combats. Et en France, des lieux où il y a eu des combats, eh bien, il reste malheureusement des vestiges tout simplement de munitions qui n'ont pas explosé. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est Verdun. Et Verdun, vous savez tous qu'il y a eu énormément d'obus qui sont... ça a été bombardé, il y a des obus qui ont éclaté, mais il y en a qui n'ont pas éclaté. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'il est souvent... Enfin, c'est pas qu'il est souvent, c'est qu'il est déconseillé d'aller dans la forêt qui se situe notamment autour du mémorial de Verdun, l'ossuaire de Verdun. Il est très déconseillé d'aller dans les forêts parce que, eh bien, il y a un risque que vous marchiez sur une munition et que vous vous fassiez très mal si elle explose. Voilà, donc il y a dans beaucoup de forêts, encore à l'heure actuelle, là où il y a eu des combats en France, il y a une possibilité qu'il reste des munitions. Parce que la terre, ça bouge. Même si ça a été enfoui il y a plusieurs dizaines d'années, malheureusement, ça a tendance à remonter et des fois, c'est à fleur de sol. J'ai vu encore une vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je peux le citer, c'est Mamie Twink, qui est un youtubeur qui est de Lorraine, et il montrait une forêt où il se baladait, et il est tombé nez à nez avec carrément des munitions, voilà, qui étaient à terre. Donc on peut trouver, malheureusement, c'est, j'allais dire, une mauvaise rencontre quelque part, on peut trouver des munitions en forêt, notamment si on est dans des bois pas trop, enfin dans des parties de bois pas trop, je veux dire, les promeneurs n'y vont pas trop souvent, on peut trouver des munitions, donc c'est super dangereux. Et les plages du débarquement, il y a aussi le fait que, comme le nom l'indique, il y a la mer, la Manche, et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des combats aussi au large, et avec les mouvements de la mer, il y a des choses qui viennent du large, qui étaient au large et qui petit à petit arrive sur la plage, peut arriver sur la plage encore aujourd'hui, et on peut se retrouver comme c'est dans ce cas-là avec des morceaux de phosphore carrément sur la plage. Voilà. Donc après on a envie aussi de se dire, mais est-ce que ça serait pas aussi aux municipalités de nettoyer les plages régulièrement? J'ai envie de vous dire oui et non, parce que c'est vrai que ça serait leur rôle, mais en même temps le problème c'est que on sait que ça vient, ça revient, ça vient, ça revient. Et j'allais dire que c'est tant qu'il y aura de la réserve au large, par exemple, malheureusement, ça continuera. Voilà. Donc le message essentiel, puisqu'il s'agit des plages du débarquement, c'est ne ramassez pas n'importe quoi et même n'importe où. Faites très attention parce que nous avons été un pays où il y a eu la guerre, il y a eu des combats. Et donc il y a pas mal de munitions qui n'ont pas explosé et qui peuvent ressurgir à tout moment. Merci beaucoup donc d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour des prochaines actualités insolites ou un vlog à chaud ou un thème de vidéo.
Vous êtes sur la chaîne Mon Point de Vue, divers sujets. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo surtout et de vous abonner à la chaîne. Bye bye à tous.